Alors, bonjour tout le monde, bonjour à tous. Bienvenue encore une fois à cette entrevue en direct Je m'oriente en live de Jeune Explose Stage d'un jour. On est très heureux de vous recevoir aujourd'hui. Mon nom est François-Xavier Arbec, je suis conseiller d'orientation et l'animateur pour l'activité. Ça me fait plaisir d'animer l'entrevue avec vous. Vous savez, c'est une belle façon pour vous les jeunes d'explorer des métiers et des professions, puis vous guider dans un processus de choix scolaire et professionnel. Pour lancer en grand le retour de l'activité, on est très heureux d'accueillir Madame Geneviève Gariepi, qui travaille chez ABB. Bonjour. Bonjour. Tout au long de cette entrevue, les jeunes à la maison, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans la section commentaires du vidéo. Je tenterai d'y répondre au courant de l'entrevue. Alors, sans plus tarder, je vais commencer à poser les questions à Madame Gariepi ou Geneviève. Pourquoi c'est important pour vous de participer à Jeune Explo? Pourquoi c'est important? Je me rappelle quand moi j'étais au secondaire, comme vous l'êtes en ce moment, je pensais un peu à ce que j'allais faire dans ma carrière, puis je me posais beaucoup de questions, j'étais un peu stressée parce que je savais pas. J'avais aucune idée de qu'est-ce qui existait, là. Je savais ce que mes parents faisaient, un peu ce que mes oncles et tantes faisaient, mais c'est les grandes professions, ingénieurs, avocats, médecins. Mais j'avais pas beaucoup de détails, puis finalement, au cours de ma carrière, j'ai trouvé quelque chose que j'aime vraiment beaucoup, que je trouve vraiment cool, là, dont on va parler aujourd'hui, en génie physique. Puis je veux juste vous montrer un peu qu'est-ce que je fais pour que vous connaissiez cette option-là. Ça sera peut-être pas l'option qui va vous parler le plus, mais au moins vous saurez que ça existe. Peut-être qu'il y a quelque chose que ça va allumer votre intérêt, vous faire explorer d'autres choses. Donc c'est un peu ça l'idée. J'essaie de juste vous donner des outils pour pouvoir réfléchir à votre futur. C'est intéressant ça. Puis on sait qu'il y a beaucoup de jeunes que ça peut être flou un peu qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Mais on voit peut-être qu'ils ont un intérêt pour les sciences. Puis là, on peut voir peut-être le génie physique, c'est là que ça va avoir du sens. Mais quelle profession est-ce que vous exercez? Dans le fond, c'est ça. Moi, j'ai été formée comme ingénieure en physique. J'ai fait du génie physique. Puis en ce moment, ce que je fais, c'est ABB, ça s'appelle ingénieur système. Je peux peut-être parler un petit peu plus de qu'est-ce que je fais, mettons le genre de projet, puis des exemples, là, si ça te convient, François. Bien sûr. Parfait. Dans le fait que ce que je fais chez ABB, là, dans le fond, moi, j'ai juste pour rapidement mon parcours, j'ai fait des études en génie physique, des études graduées, puis ensuite j'ai joint ABB. Ça fait à peu près 5 ans que je suis là. Puis chez ABB, on travaille sur des instruments optiques, donc des caméras, des télescopes, des choses comme ça, qui vont aller dans l'espace pour observer la Terre. Donc moi, ma profession, là, c'est vraiment, je travaille sur des contrats, comme avec l'Agence spatiale canadienne, par exemple, pour développer des technologies ou développer des instruments qui vont être utiles à partir de l'espace pour observer la Terre. Je peux peut-être donner un exemple très spécifique. En ce moment, je travaille sur un projet avec l'Agence spatiale canadienne. Eux autres, ils veulent mesurer les concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, donc le CO2, le CH4. Je vais vous montrer une petite animation. Là. Vous avez sûrement déjà entendu parler des gaz à effet de serre, puis comment c'est relié au changement climatique. Puis c'est vraiment important. On en entend parler à chaque jour. Exact. C'est super important, comme pour tout le monde et pour les scientifiques en particulier, de comprendre où sont les gaz à effet de serre, c'est quoi leur concentration, comment ça augmente, comment ça varie. Donc, si vous voyez mon écran, est-ce que tu vois bien mon écran, François? Oui. Donc, on voit qu'il y a du rouge en haut, du jaune, puis du bleu en bas. Exact. Ça, c'est une simulation qui a été faite par la NASA en 2006. Ici, en bas, là, vous voyez qu'on est en février 2006 en ce moment, dans la simulation. Puis, les couleurs que vous voyez, c'est la concentration de CO2 dans l'atmosphère. Donc, ici, vous voyez, mettons, il y a des concentrations plus élevées quand c'est rouge ou quand c'est mauve même. Ça, c'est parce qu'il y a beaucoup d'émissions, là. Donc, ici, dans les endroits populés, vers la Chine, ici, dans l'Est, l'Ouest de l'Amérique aussi, beaucoup d'émissions. Donc, lorsque c'est rouge foncé, là, c'est là que c'est émis. Exactement, c'est là que le CO2 est dégagé, dans le fond, est émis dans l'atmosphère. Puis, vous voyez que ça reste pas au-dessus de où est-ce que c'est émis, ça va partout. Ça vraiment se déplace avec les vents. Donc, on peut voir ici que c'est vraiment un problème global. Là. Si quelqu'un, genre une partie de la société émet beaucoup de CO2, ça affecte tout le monde. C'est pour ça que les changements climatiques, c'est vraiment un problème global. J'ai une question, Geneviève. Pourquoi les émissions se retrouvent juste dans l'hémisphère nord, en haut? Très bonne question. Puis en fait, ça s'apprête à changer. Juste comme tu poses la question, ce n'est plus le cas. Qu'est-ce qui vient d'arriver? On n'a plus d'émissions dans l'hémisphère nord. Oui, en fait, ce qui vient d'arriver en augmentant. Oui, en fait, ce qui vient d'arriver, c'est pas qu'il n'y a plus d'émissions, c'est que c'est l'été. Maintenant, vous voyez, on est au mois de juillet. Puis ce qui est arrivé dans le nord, c'est que toute la forêt boréale au Canada, toutes les forêts ici dans le nord de l'Europe, de la Russie,
les feuilles ont repoussé. Puis les arbres, ça absorbe le CO2. Donc, on voit ici vraiment qu'il y a un cycle de carbone. Si vous avez déjà entendu ce mot-là, cycle de carbone, c'est que pendant l'été, il y en a moins dans l'atmosphère parce que les arbres les absorbent. Donc, ceci, c'est une très bonne démonstration de l'importance de planter des arbres. C'est pour ça qu'on en parle autant. Effectivement, on voit une grosse différence entre l'été et l'hiver. Grosse différence. Puis là, quand l'hiver va revenir, bien, les concentrations vont réaugmenter dans le nord. Puis non seulement ça va réaugmenter par rapport à l'été, mais ça va en augmentant. Quand on parle de l'augmentation de la concentration du CO2, c'est que ça varie d'hiver en été, mais ça augmente toujours un peu. Puis ça, c'est des simulations, c'est super beau, ça explique notre compréhension. Mais quand on fait une simulation, c'est super important de la valider avec des mesures. Puis moi, c'est sur ça que je travaille. Je vais arrêter de partager mon écran, que vous me voyez. Puis la façon de valider, c'est qu'on a besoin d'instruments qui vont être dans l'espace. Comme ça, ils ont accès à toute la Terre, tout le temps, toute l'année, plusieurs années de suite. Puis ils vont venir prendre des mesures de CO2. Puis de faire ça, c'est pas si facile que ça. Ça prend des caméras vraiment spéciales pour être capable de voir des gaz qui, normalement, sont invisibles. Donc, tout ce domaine-là, c'est de l'optique. C'est des instruments qu'on appelle optiques. C'est tout du génie physique. Dans le fond, moi, c'est ma formation en génie physique qui m'a permis de travailler sur ces projets-là. Oui, puis on voit que le génie, tu sais, des fois, c'est beaucoup des mathématiques, puis c'est abstrait, mais on voit concrètement que ça peut amener des solutions concrètes là, pour régler des changements climatiques, par exemple. Oui, exact, c'est ça. Dans le fond, quand on pense aux sciences et au génie, c'est vrai qu'on pense beaucoup comme aux mathématiques, à un scientifique tout seul dans son laboratoire. Ça peut être le cas. Il y a des mathématiques dans mon travail, il y a du laboratoire, mais c'est aussi très concret, là, très relié à bien comprendre, dans ce cas-ci, une problématique pour être capable de mieux l'adresser et mieux la régler. Oui, parfait. Puis un ingénieur, ça apporte des solutions, c'est un peu un inventeur. C'est un peu comme un héros des temps modernes, si je peux dire. Calmons-nous le héros. Mais c'est définitivement quelqu'un là, qui peut avoir un impact sur la société, disons-le comme ça. C'est excellent. Pouvez-vous m'expliquer brièvement à quoi ressemble une journée type dans votre travail? Les principales tâches, qu'est-ce qui revient au quotidien? J'aime beaucoup cette question parce qu'il n'y a pas de journée type dans mon travail. Donc, on se met. Puis je comprends que vous ayez la question, là, qu'est-ce que je vais faire dans mon travail si je suis ingénieur physicien? C'est une très bonne question. Une que je me suis posée pendant toutes mes études, parce que moi-même, je ne le savais pas quand j'étudiais. Mais dans le fond, ça, c'est vraiment une de mes parties préférées dans mon travail, c'est que les journées se suivent et ne se ressemblent pas. Donc, je vais faire beaucoup de choses différentes. Je vais travailler sur plusieurs projets différents. Puis à l'intérieur des projets, mes tâches, mes responsabilités vont changer au fil du projet. Je vais quand même donner des exemples là, pour que ça soit plus concret. Là. Une chose que je vais faire à tous les jours, c'est que je vais parler à des gens. Sans faute, on a des problèmes avec un instrument qu'il faut comprendre. C'est pas moi qui vais le régler tout seul. Je vais parler comme à des ingénieurs mécaniques, des experts en électronique, d'autres personnes en optique pour essayer qu'on adresse le problème ensemble. Je vais analyser les résultats. Je vais partager mes analyses de résultats avec les gens de mon équipe. Je vais présenter à mon client. Par exemple, cet après-midi, j'ai une rencontre avec l'Agence spatiale pour parler des résultats qu'on a eus dans les derniers mois. Donc, à chaque jour, je parle à des gens, je communique. Ça, c'est vraiment la base de mon travail. Puis sinon, je fais des choses comme un peu plus spécifiques. Par exemple, je vais faire des analyses de données, comme j'ai parlé, puis des modèles d'instruments. Donc, si on travaille sur un instrument qui va aller dans l'espace pour mesurer les gaz à effet de serre, bien là, il faut que je sache qu'est-ce qu'il va voir, combien de lumière il va capter, est-ce que je vais avoir comme un bon signal, est-ce que je vais être capable de vraiment faire la mesure. Quand on fait ça, on fait des modèles d'instruments. Donc, j'utilise un outil qui s'appelle MATLAB pour faire vraiment comme la programmation, de la modélisation. Qui est un outil, là, puis c'est vraiment ça, votre objet de travail, c'est traiter des données. On prend des données de lumière ou des données d'énergie, puis on utilise ça dans un logiciel comme MATLAB ou pour aller chercher une équation ou qu'est-ce qu'on fait? Oui, mais c'est ça, c'est une grosse partie du travail. Là. Par exemple, là, pour donner des vraiment exemples spécifiques, moi, je connais un peu comment ça fonctionne avec un instrument, comment un télescope capte la lumière, parce que c'est ce que j'ai appris pendant mes études. Fait que là, une des questions qu'on va se poser, c'est, disons là qu'on veut avoir une performance de signal sur bruit. OK, là, je donne des spécifiques. Signal sur bruit, c'est que quand on a un télescope, on capte de la lumière, on a un certain signal, mais notre caméra n'est pas parfaite. Elle a du bruit. Puis moi, je connais toutes les équations qui décrivent ça.
Fait que là, je vais faire des modèles pour dire, OK, ben la question qu'on se pose souvent, c'est quelle grosseur de télescope j'ai besoin pour avoir le bon signal sur route. Fait que je vais utiliser les équations que je connais, les principes d'optique pour répondre à cette question-là qui a comme un gros impact sur l'aspect mécanique, finalement, d'un instrument. Super intéressant. Il y a un côté appliqué aussi, puis d'aller chercher aussi la théorie pour voir comment on va faire concevoir la machine pour, pour l'aérospatiale ou pour toutes sortes d'utilités. Je me demandais, est-ce qu'il y a une possibilité d'avoir une source d'énergie avec de la neige? Tu sais, avec la lumière puis la neige, comment on pourrait faire ressortir de l'énergie à partir de... Quelle bonne question! Est-ce que c'est une question d'un étudiant ou d'une étudiante? Aussi? C'est la question de quelqu'un que je connais. Faire de l'énergie avec de la neige. Est-ce que c'est une très bonne question? Puis ça, en fait, là, c'est le genre, là, j'aurais sûrement pas une réponse intelligente dans les 5 minutes qui viennent, là. Mais c'est le genre de question, j'aime vraiment ça, c'est le genre de question qu'on adresse souvent en tant qu'ingénieur, en tant que physicien. Donc, en génie physique, ça peut être un exemple de question qu'on va se poser puis qui va devenir comme un sujet de doctorat, par exemple. Donc, faire de l'énergie avec la neige, la première chose auquel je pourrais penser, c'est avec la lumière, avec un laser, est-ce que tu peux faire fondre la neige? Sûrement avec la lumière du soleil qui focus. Puis là, peut-être avoir comme un flot là, vu que ça fond, peut-être que la neige est plus haute, à faire descendre. L'énergie qui s'évacue puis qu'on pourrait l'exploiter à quelque sorte pour servir. Oui, si tu peux évaporer de l'eau, peut-être que tu peux l'utiliser comme ça. Souvent, ce qu'on fait, en fait, là, avec la lumière, là, parce que la lumière, c'est une source d'énergie fantastique, c'est les panneaux solaires, que vous avez peut-être entendu parler. Ça, c'est un grand domaine de génie physique, puis dans l'optique, c'est le développement de panneaux optimaux, de panneaux solaires. Oui, les panneaux solaires, on sait que c'est une source d'énergie qui se veut verte, renouvelable, solaire. Oui. Avez-vous des outils dans le cadre de votre travail, du matériel que vous pourriez nous présenter dans le cadre de... Oui, je vous ai déjà parlé dans le fond, moi, personnellement, un outil que j'utilise beaucoup, c'est MATLAB, parce que dans le fond, je code un petit peu pour faire des modèles, pour faire des calculs. Ça, c'est dans la partie plus conception d'instruments. Mais quand on veut faire un instrument qui va dans l'espace, dans le fond, il y a plusieurs étapes. Là, je vous ai parlé un petit peu de la conception puis de pourquoi on veut le faire. Mais à un certain moment, on le construit, cet instrument-là, puis on veut le tester pour être sûr que quand on va l'envoyer dans l'espace, il va fonctionner une fois rendu dans l'espace, parce que sinon, on vient de mettre beaucoup d'argent pour quelque chose qui ne fonctionne pas. Fait qu'une chose qu'on fait, c'est qu'on a des instruments que je vais vous montrer. Je vais partager mon écran encore. Ce que vous voyez ici, ça ici, ça s'appelle des chambres à vide. OK? Il y en a deux. Je vais vous expliquer c'est quoi. Il y en a une petite ici, puis il y en a une grosse que vous voyez de face, mais qui est comme la même chose. C'est comme des grosses chambres cylindriques. C'est un cylindre, puis à l'intérieur, du cylindre, c'est vide. Il y a de l'espace pour mettre l'instrument, puis il y a comme une porte. Là. Ici, vous voyez même la poignée de porte. Ce qu'on fait, c'est qu'on vient ouvrir la porte, puis à l'intérieur, on peut placer notre instrument, puis quand on le referme, on est capable d'enlever toute l'air dans la chambre à vide. Fait qu'à l'intérieur, il reste plus d'air, c'est de vide, comme si on était dans l'espace. Parce que dans l'espace, quand on sort de l'atmosphère, il n'y a plus d'air. Il n'y a pas d'oxygène, il n'y a pas d'azote, il n'y a pas de carbone, je pense. Il n'y a plus rien. Il n'y a presque plus rien, vraiment, là, vraiment presque plus rien. Puis ça, on veut être sûr que notre instrument fonctionne même quand il est dans le vide. Puis la façon de vérifier ça sur Terre, c'est de le mettre dans des grosses chambres comme ça. Puis une autre chose qu'on peut tester avec ça, c'est quand l'instrument va être dans l'espace, il va varier beaucoup en température. Il peut devenir très, très froid. Il peut aller comme à moins 80 Celsius, moins 100 Celsius, des températures que nous, on n'a pas vraiment sur Terre. Fait que dans cette chambre à vide-là, on peut aussi venir refroidir l'instrument. On utilise de l'azote liquide, puis on vient refroidir l'intérieur de la chambre. Puis comme ça nous permet de tester l'instrument non seulement sous vide, mais dans des températures très froides. Puis comme ça, on est sûr que s'il survit là-dedans, il va survivre dans l'espace aussi. C'est super intéressant, je trouve. Puis là, je vois que vous mesurez en Celsius. Est-ce que vous mesurez aussi en Kelvin? Ça sert à quelque chose? Oui, les Kelvin, ça sert à quelque chose. Surtout quand on va vraiment très froid. C'est comme de l'hélium liquide. Je pense que c'est à 4 Kelvin. En Kelvin, je ne sais pas si vous connaissez ça, là, je ne me rappelle plus quand est-ce que j'ai appris ça, mais c'est 0 le minimum. On ne peut pas aller plus que 0. Puis à un moment donné, avant, au lieu de dire moins 269
qui est comme un gros chiffre qui ne veut pas dire grand-chose dans nos têtes, ben là, on switch au Kelvin. On est comme Ah, OK, je comprends. Donc, OK. Intéressant, c'est vraiment bon. Puis, vous amenez ça vraiment d'une façon intéressante, Geneviève. Puis, à quel moment, tu sais, au début, dans votre parcours scolaire, c'était un peu flou. C'est à quel moment dans votre vie tu as réellement réalisé que tu étais faite pour ça dans la vie? C'est une très bonne question, puis il n'y a pas eu un moment. Il y a eu, je pense, une série de moments. Fait que, pour raconter un petit peu comment ça s'est passé, là. Moi, quand j'étais jeune, quand j'étais comme en secondaire 3, 4, j'aimais quand même ça, les sciences, mais je pensais peut-être plus aller comme en bio. Je pensais être médecin légiste, genre pathologiste. Finalement, je me suis rendu compte que j'aurais été très triste dans ce métier-là. À force d'y penser un peu plus puis de rencontrer des gens qui faisaient ça, j'ai comme, non, c'est pas pour moi. Puis, en secondaire 5, j'ai lu un livre d'astrophysique qui s'appelle Poussière d'étoiles, qui expliquait que tout ce que nous sommes, puis tout ce qu'il y a sur Terre, ça vient d'étoiles vraiment vieilles qui ont comme créé les éléments, qui ont explosé, puis là, c'est devenu comme la Terre, ce qu'on est. Puis là, ça, là, je capotais, je trouvais ça tellement cool. Fait que là, j'ai vraiment comme eu un déclic pour la physique. Je me suis dit, c'est là-dedans que je vais, sans vraiment savoir ce que j'allais faire, mais là, au moins, moi, j'y vais étape par étape. J'étais en secondaire 5, il fallait que je décide mon cégep, sciences de la nature, sciences pures et appliquées. Puis là, au cégep, j'ai réfléchi un peu, la physique, ça m'intéressait, le génie aussi, fait que j'ai trouvé le génie physique. Donc, c'est ça que j'ai fait. Puis j'ai eu la chance, entre le cégep et l'université, de faire un stage dans un laboratoire de recherche, où est-ce que je travaillais avec un des plus gros lasers au Canada. Je ne savais pas c'était quoi un laser en commençant. Donc ça a été super intéressant. C'est ça qui m'a vraiment connecté à l'optique. Parce qu'après ça, quand j'ai fait mes cours d'optique, je pouvais rattacher ça à quelque chose de réel, à quelque chose de concret sur lequel j'avais travaillé pendant 2 mois pendant l'été. Donc ça, c'était vraiment cool. Mais moi, je ne savais pas pendant toutes mes études, là, puis j'ai fait tout mon bac, ensuite j'ai continué, j'ai fait une maîtrise puis un doctorat parce que moi, j'aime beaucoup ça, les études. Fait que j'ai continué, puis je savais pas que ABB existait, je savais pas que le génie système, c'était quelque chose, je savais pas que c'était une option pour moi de travailler en aérospatial. Donc, c'est vraiment juste à force de découvrir des choses, de parler à des gens. Donc, un peu ce que vous faites maintenant, aujourd'hui, d'essayer de savoir c'est quoi vos options. Moi, j'ai fait ça tout au long de mes études, de ma carrière, puis c'est comme ça que j'ai trouvé cet emploi-là chez ABB qui est finalement excellent pour moi. Ah oui, ben Geneviève, je comprends. Là, c'est des fois, on ne sait pas exactement, mais à chaque étape de notre vie, on sait qu'on aime les maths, on sait qu'on aime les sciences. Là, on découvre l'optique. Puis, fait que c'est de s'assurer qu'on est dans le bon corridor. Puis, éventuellement, ça va mener à quelque chose de spécialisé. Là. Exact, ouais. Et tu dois t'intéresser à des choses comme le satellite, pas le satellite Hubble, mais le nouveau, là, c'est le James Webb. Le James Webb. Qui veut aller à l'origine de l'univers. Oui. Puis je pense qu'il utilise un peu de technologie optique, puis clairement. Là. Ben oui, définitivement, c'est comme ça qu'on voit, finalement. Quand on veut voir quelque chose, c'est de l'optique. James Webb, c'est ça. Ça utilise des technologies dans l'infrarouge, ça utilise des miroirs super compliqués, des caméras complexes aussi. Donc, beaucoup de technologies optiques qui vont dans James Webb. Super intéressant. Puis, c'est quoi les autres secteurs d'activité? Il y a l'aérospatial. Y a-t-il d'autres domaines professionnels que la science physique peut être appliquée? Il y en a vraiment beaucoup. Puis là, ça vous aidera peut-être pas de voir une option qui mène à autant d'options. Peut-être que ça va vous mélanger plus que d'autres choses. Mais je vais en parler quand même un peu parce que quand on va en génie, c'est un peu ça. Surtout, je pense en génie physique. C'est qu'on peut un peu créer comme le futur qu'on veut. On a la chance comme d'explorer vraiment plusieurs domaines puis trouver quelque chose qui nous convient. En optique, il y a vraiment, vraiment plusieurs sujets. Moi, je suis plus en aérospatial, travaille sur des télescopes et des caméras. Vous avez peut-être entendu parler comme de voitures autonomes qui utilisent des lidars, qui utilisent des lasers pour pouvoir savoir où est-ce qu'ils sont puis où sont les obstacles. Ça, c'est tout de l'optique aussi. Tout ce qui est comme les LED, la technologie des LED là, que vous avez peut-être dans votre salon, mais qui peut être utile aussi pour plusieurs autres choses. Tout ce qui est comme quand on a besoin d'émettre de la lumière ou de la détecter, c'est de l'optique. Puis en plus de ça, ça, c'est l'optique, c'est comme un domaine du génie physique, mais il y en a plein d'autres. Moi, dans tous les gens que je connais qui ont fait du génie physique avec moi, il y a personne qui fait la même chose. Il y a quelqu'un qui travaille sur des ordinateurs quantiques. Peut-être entendu parler de ça. Elle s'est spécialisée en quantique, c'est sur ça qu'elle travaille maintenant.
J'ai une autre amie qui est dans le domaine de l'exploration minière sur comment les vagues, là, comme quand on fait des explosions, des choses comme ça, comment ça se propage dans le sol. Elle est spécialisée là-dedans. J'ai une amie qui est en fait, j'ai ma sœur aussi qui a fait génie physique, qui, elle, est allée en technologie de l'information, puis elle a quelque chose, un job qui est vraiment pas technique, optique maintenant, mais elle a le même parcours que moi. Donc, vraiment plusieurs options. C'est en informatique, en biomédical, puis travailler dans des mines. Ouais. Des employeurs potentiels ou des catégories d'employeurs, si je peux voir, des bureaux d'ingénieurs, ouais. Des établissements universitaires ou de recherche. On peut travailler au sein du gouvernement. Oui. Puis des services de laboratoire, des services d'essai, d'analyse. Effectivement, toutes ces réponses sont bonnes. Ouais. OK. Donc, il ne faut pas se soucier là, par rapport aux perspectives d'emploi là, qui sont excellentes. C'est-à-dire, si on aime la physique, il ne faut pas se soucier de qu'est-ce que je vais faire avec ça plus tard, là, parce que moi, c'est l'approche, effectivement, que je propose. Moi, c'est beaucoup mon attitude dans la vie de faire qu'est-ce qui m'intéresse, puis qu'est-ce que j'aime, puis d'avoir confiance que ça va déboucher quelque part, puis à date, ça a fonctionné. Bonne attitude, je trouve que tu as, Geneviève. En effet, en génie physique ou en génie beaucoup, on voit moins de femmes. Il y a moins de mixité en emploi, mais on en voit de plus en plus. Qu'est-ce que vous pourriez dire par rapport à la mixité homme-femme et comment on peut encourager les femmes dans le domaine? Oui, c'est une bonne question, puis c'est quand même fou que ça soit encore un sujet en 2022. C'est sûr qu'il y a des chiffres, là, puis quand on regarde les chiffres, ça montre qu'il y a moins de femmes, ça montre qu'il y en a de plus en plus. Mais au-delà de juste les chiffres qui sont importants là, pour comprendre la situation, mais je pense que la chose qui est importante de savoir, là, puis là, je m'adresse aux gars autant qu'aux filles, il n'y a pas vraiment de raison, à part historique, que ça soit comme ça. Il n'y a pas de raison pour laquelle les femmes seraient moins bonnes en physique ou sont pas les bienvenues. Là. Ça, c'est vraiment pas mon expérience. En tout cas, là, moi, je me suis jamais sentie comme étant une fille en physique. J'ai toujours été une personne en physique, j'ai toujours été inclus, puis tu sais, encouragée. Les gens venaient me consulter. Tu sais, moi, j'aime ça l'école, fait que tu sais, les gens venaient vraiment travailler avec moi. Donc, il n'y a vraiment pas... J'ai jamais vécu de discrimination dans ce milieu-là. Puis, en fait, j'ai eu un petit peu de discrimination positive parce que en génie, vu qu'il y a encore une imbalance, dans le fond, il n'y a pas la parité encore. Il encourage les filles, puis ça se traduit souvent sous forme de bourses qui sont pour les filles. Donc, moi, j'ai fait de l'argent juste à étudier à Polytechnique. Donc, ça, c'est une opportunité. Puis, dans le fond, ce que je vous dirais, là, puis c'est là que, dans le fond, ça s'applique aux gars comme aux filles. Arrêtez-vous pas au fait que dans un milieu, il y a plus de filles que de gars, donc ça sera pas pour moi. Si je suis un gars, ou il y a plus de gars que de filles, donc ça sera pas pour moi. Il y a de la place pour tout le monde, puis ça va être bien pour vous d'aller faire ce que vous aimez, puis ça va être bien pour ce milieu-là si vous apportez un petit peu plus de diversité. Puis c'est le cas, là, homme-femme, ou différents backgrounds, différentes cultures, là, pour qu'une équipe soit intéressante, puis travaille efficacement, puis il y ait plusieurs idées différentes, ça prend une diversité dans l'équipe, là, donc. Effectivement, c'est même un avantage. Là. Vous pouvez trouver votre valeur ajoutée en sortant des sentiers battus puis amener votre grain de sel. Parce que c'est tout le temps des équipes multidisciplinaires. Tu travailles au sein d'une équipe avec plusieurs professionnels différents. Oui, effectivement. Fait que ce serait ça mon message sur ce sujet-là. Ouais. Faites-vous-en pas avec la mixité actuelle. Là. Suivez ce que vous aimez puis ayez confiance en vous puis ça va bien aller. C'est super. Merci de le partager. C'est un milieu qui est accueillant pour tout le monde. Qu'est-ce que vous conseilleriez à un étudiant qui a le même objectif de carrière que vous? C'est un peu ce que j'ai dit dans le fond. Là. Puis moi, ça va beaucoup avec mon attitude de genre faire qu'est-ce qui m'intéresse. Je pense que c'est ça le plus important. Il y a tellement d'emplois, il y a tellement comme d'options. Puis c'est sûr que là, vous en connaissez peut-être pas beaucoup, mais vous avez encore le temps d'explorer, de découvrir. Fait que moi, ma suggestion, c'est essayer de trouver quelque chose qui vous allume, là, que quand vous faites, dans le fond, ce métier-là ou ces études-là, ça vous intéresse, ça vous motive. Comme ça va être plus agréable pour vous dans la vie. Effectivement. Là, puis de ne pas se sentir intimidé. Là. Puis ouais. Effectivement. Puis c'est vrai, dans le fond, je continue sur ce point-là. C'est vrai que la physique, des fois, ça peut sembler intimidant. Là. Moi, quand j'étais plus jeune, je pensais qu'il fallait être Einstein là, pour être en physique, puis il fallait tellement avoir des bonnes idées puis révolutionner le monde. C'est pas ça. L'image un peu là, du scientifique, puis le cerveau. Puis... Exact, mais c'est pas ça du tout. Là. Il y a plein de gens différents en physique, il y a plein de défis différents aussi. Donc, c'est sûr que votre perspective puis vos talents vont être utiles. Faut pas être intimidé par la physique. Là. On a vraiment juste une gang qui aime ça puis qui a du fun. C'est ce qu'on est.
Vous offrez des résultats là, au niveau des enjeux de changement climatique ou au niveau de l'exploration spatiale. C'est vraiment un domaine où ce que vous pouvez aller au fine pointe des avancées scientifiques. Oui, ouais, effectivement. Non, on s'ennuie pas. Moi, j'apprends tous les jours. Donc, c'est ce qui me garde motivée aussi, d'ailleurs. Wow. Geneviève, dernière question aussi. En vous adressant directement aux jeunes, nommez Ouais. 2 arguments pourquoi ils devraient regarder votre vidéo en direct Je m'oriente en live. Ah, mon Dieu! Oui, OK. J'avais oublié cette question. Je m'étais préparé quelque chose. Je vais y penser sur le coup plutôt. Je pense que tu devrais regarder ma vidéo si tu entends parler des changements climatiques, ça t'inquiète un peu, puis tu te demandes qu'est-ce qu'on fait avec ça, comment on fait pour comprendre ça. Je vous explique un peu donc comment moi je travaille sur ce sujet-là. Puis deuxième raison, c'est si la physique, ça peut t'intéresser, si tu te demandes comment avoir une carrière dans laquelle tu vas toujours apprendre, tu vas avoir des défis intéressants à la fine pointe de la technologie, regarde ma vidéo, on va en parler. Geneviève, c'est génial. Un immense merci à ta participation pour Jeune Explo, l'édition 2021-2022. Merci aussi à ABB pour sa contribution d'être venu, de vous offrir du temps de participer avec nous. Et pour les jeunes à l'écoute, j'espère que la rencontre virtuelle a pu vous éclairer par rapport à votre choix scolaire. En mon nom et au nom de Jeune Explo et toute l'équipe, je vous souhaite une bonne journée et merci pour votre attention. Merci d'avoir été là.